Bonjour à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast de ceux qui donnent vie à leurs idées. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre d'Alexandra, une illustratrice freelance vivant à Paris. Dans cet épisode, nous allons parler de dinosaures, de poules et de ses projets. Et tout à la fin, en carte blanche, nous abordons le sujet du féminisme dans l'art. Comme d'habitude, rendez-vous sur le site podcastlegouter.com pour obtenir ou offrir les illustrations réalisées par les artistes tous les mois. Toutes les femmes de ma vie. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci de te prêter au jeu du podcast. Merci à toi, je suis très ravie de participer à ce beau projet. Moi aussi, je suis content d'être là. Du coup, je t'ai un petit peu présenté dans l'introduction et du coup, je vais te laisser, comme tous les autres, en fait, te présenter ton parcours scolaire, qui tu es, pour que nos auditeurs, auditrices sachent un peu plus de choses sur toi. Alors, j'ai fait une école de communication visuelle dans les arts graphiques, donc spécialisée en print et en direction artistique. Donc j'ai fait ça à l'ECV à Nantes, Okay. où j'ai rencontré pas mal de compères graphistes avec qui je peux faire des projets. Donc ça, c'est très chouette. Alix. Dont Alix Leroy. Podcast numéro 3. Exactement. Petite dédicace du coup pour Alix. J'ai fait cette école parce qu'en fait, dès toute petite, j'ai su que je voulais dessiner, peindre, expérimenter, découper des papiers, parce que mon père faisait beaucoup de peinture à l'huile quand on allait à la mer. Okay. Et c'est quelque chose qui m'impressionnait énormément étant plus jeune, parce que je ne sais absolument pas faire ça. C'est pas ton père qui t'avait fait devenir artiste, mais t'étais inspirée par son univers. Exactement. En fait, j'ai commencé à mettre les pieds là-dedans, mais grâce à mon père. Grâce à mon père. Après, j'ai suivi des cours de dessin avec une prof qui était extraordinaire dans une petite ville à côté de Nantes, qui m'a appris un petit peu la technique. Et en fait, elle a très vite vu que ça m'ennuyait, en fait, la technique. C'est-à-dire de faire bien les ombres, de faire bien les contours. D'accord. En fait, moi, je partais d'un sujet. Donc là, par exemple, toi, tu es devant moi. Je pourrais commencer à poser un petit peu les traits de ta morphologie. Ouais, je vois le regard, t'es en train de regarder un peu ce que je pourrais faire. J'ai un peu peur, mais... Je ne vais pas te tuer, ne t'en fais pas. Parce que j'aime beaucoup observer les gens, c'est ça qui m'inspire aussi. Et en fait, après, je vais donc partir d'une base à peu près réaliste et je vais totalement partir sur un côté très minimaliste, presque abstrait en fait. Donc ça, je l'ai découvert vraiment à l'école, pendant mes cours de dessin. Okay. Donc voilà. Pour recentrer du coup sur ta question, j'ai obtenu du coup un master au bout de 5 ans. Toujours à Nantes. Toujours à Nantes. En parallèle, je faisais mes stages à Paris, dans des petits studios graphiques. Parce que j'ai essayé d'éviter au maximum les grosses agences, surtout de pub, parce que j'avais envie d'avoir des responsabilités très vite. J'avais envie de travailler en petite équipe parce que forcément, le contact humain pour moi est hyper important. J'ai besoin de me sentir bien là où je suis. Donc tout ça, les studios graphiques me le permettaient. Donc très vite, j'ai été amenée à bosser sur des gros projets alors que j'étais en stage. J'étais toute petite, toute timide. Donc ça, c'était très chouette. Du coup, là, on peut préciser, là, on est à Paris. Voilà, là, on est à Paris. On est à l'espace, ça s'appelle comme ça, l'espace Léon Fro. C'est ça. Et du coup, tu m'as dit que tu avais fait un stage chez Acrola, qui sont là aussi. Exactement, qui du coup, avant était un studio d'art graphique spécialisé en print, et maintenant, c'est devenu une agence digitale qui a grossi et qui monte sur des projets, du coup, totalement différents. Donc, en fait, je suis amenée à travailler avec eux sur certains projets. Donc ça, c'est très chouette. Et effectivement, en fait, après l'obtention de mon master, je suis partie directement vivre à Paris et tenter ma chance en fait dans une autre ville qui bouge aussi énormément, qui te permet d'avoir énormément d'opportunités et de contacts plus facilement qu'à Nantes. En tout cas dans mon domaine, oui. Parce que ce que je n'ai pas dit, je suis freelance. Donc forcément, tu as un autre enjeu aussi derrière. Même le quartier, là, je suis venu du coup en métro. Je sais plus où la station, c'est pas grave, mais j'ai vu, genre, il y avait un super beau garage, il y avait une imprimerie, je crois, il y avait le quartier est quand même cool. Alors en fait, on est dans le 11e arrondissement de Paris, et c'est vrai que le 11e arrondissement est assez connu parce qu'il y a beaucoup d'agences, de studios, beaucoup même d'ateliers d'artistes.
Donc c'est assez sympa en fait de se balader dans les rues et puis de croiser des peintres. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez stimulant et c'est même d'ailleurs une source d'inspiration aussi. Du coup, en termes de parcours, est-ce que t'as... Parce que je vois dans tes illustrations, il y a quand même pas mal de... Il y a pas de fond, mais je voyage un peu, je me dis, ça c'est pas à Paris, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Et des fois, alors je vais pas du tout voyager dans ces pays-là, mais il y en a une, je sais pas pourquoi, j'imagine être au Maroc. Tu vois, il y en a une autre, j'imagine être un peu plus en Australie. Et je me dis, alors je sais pas comment tu fais pour faire ça, parce qu'il n'y a pas de bâtiment, tu vois. C'est un tour de magicien. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as un petit peu voyagé? Est-ce que ça te forme aussi? Tu vois des choses différentes, des trucs Alors, je me suis mise très tard au voyage parce qu'en fait, je suis française et portugaise. Donc, j'étais habituée à passer tous mes étés au Portugal et en fait à faire le voyage en voiture. Ah ouais. Donc, ce qui est très très long parce que t'as tes parents, ton papy, ta mamie, ton petit frère et toutes les valises. Donc c'était presque une aventure en fait. Et le fait de le faire en voiture, du coup tu passes encore plus de temps à observer ce qui se passe autour de toi. Ouais. Donc j'ai commencé par là. Donc là je commençais déjà à me dire j'ai envie de voyager, c'est super. J'ai envie de rencontrer des gens différents, j'ai envie d'entendre des langues différentes. Et après, je devais avoir 17-18 ans, j'ai commencé à faire des voyages où là, je choisissais les destinations. Et c'est vrai que j'ai fait... Je considère pas que j'ai beaucoup voyagé. Par contre, j'étais dans des endroits qui pour moi, étaient un peu mes rêves, dont l'Islande. Ah ouais, trop bien. Ça a été un voyage incroyable. Enfin, j'aime beaucoup les pays nordiques, même si je viens plus du sud. Dans mes origines, merci. Et parce que j'aime beaucoup en fait tout cet aspect un peu glacial. Les couleurs, enfin les palettes de couleurs sont extraordinaires dans le ciel, dans les pays du Nord, c'est incroyable. C'est ça tu utilises, enfin c'est pas des palettes que tu utilises dans ton illustration. Alors, c'est très chaud. Oui. C'est drôle ce chaud-froid un peu de. J'aime bien aussi un peu le contraste. Après, je suis remplie de paradoxes. Donc en fait, je peux te dire, oui, j'adore l'Islande, mais par contre, j'aime beaucoup les couleurs du Maroc. Okay. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Du coup, j'ai noté moi que tu étais freelance depuis 2018, là on est en 2019. Ça fait 1 an du coup, à peu près. Alors, je suis freelance depuis 4 ans. Okay. Sauf qu'en fait, les premières années, j'ai travaillé dans ce studio graphique Acrolab, mais j'étais aussi freelance. Okay. Bon, j'oscillais un peu entre un travail toute la journée avec eux et le soir ou le week-end, je commençais aussi à gérer mes clients personnels. Mais bon, c'est vrai que là, ça fait vraiment 1 an que je suis vraiment freelance, donc c'est-à-dire vraiment solo, avec mon petit sac à dos. Bon anniversaire. Et mes pinceaux, merci. J'aime bien avoir des anniversaires, c'est cool. Du coup, est-ce que tu as fait le tour un peu de ton parcours ? Oui, je pense, sauf si tu as d'autres questions. J'ai la question, est-ce que tu kiffes ton travail ? Oui, bien sûr. Sinon, je ne ferais pas ça parce que déjà, ce métier, on ne le fait pas pour gagner de l'argent au début ou pour devenir riche. Surtout en freelance, parce que c'est un peu compliqué, tous les mois ne se ressemblent pas. Mais je suis passionnée à 3000%, 3000%. Et même pas 100%, 3000%. Je suis vraiment passionnée, j'aime énormément mon job parce que je rencontre des gens incroyables, des gens que je pourrais jamais rencontrer dans mon quotidien. J'ai la chance de pouvoir vivre de la création. J'ai la chance de pouvoir me lever le matin et de me dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de dessiner ? J'ai envie de dessiner, je sais pas... un entrelacement de corps avec une plante derrière où j'ai envie de dessiner un dinosaure aujourd'hui, du coup je peux le faire. Du coup c'est drôle que tu parles de dinosaures, ça me permet de faire une transition facile avec la deuxième partie, donc ton inspiration, ton univers. Toutes les femmes de ma vie. Donc j'ai noté, je vais dire 3-4 mots, j'ai noté femme, dinosaure, je ne l'ai pas marqué mais c'est vrai, et couleur. Oui, c'est un très bon choix de listing de mots. Alors, dinosaure. Oui, je suis obligée de commencer par celui-ci. Dinosaure. Alors, je suis vraiment nulle en dinosaures, mais je les adore. Genre leur nom Bon, j'en connais quelques-uns comme tout le monde, mais en fait, je sais pas pourquoi, ça me fascine. Donc, j'ai beaucoup de livres de dinosaures chez moi. C'est ton top 3 des dinosaures
qui sont pas assez connus et qu'on devrait remettre au goût du jour? Alors, j'en vois un dans ma tête, mais j'ai oublié son nom. C'est un dinosaure, mais il est exceptionnel. Il est mieux que le tyrannosaure ou tous les gros dinosaures, même le diplodocus. C'est un dinosaure, je crois que c'est un stégosaurus, je suis pas sûre de moi, qui a une queue en fait avec une boule de pique. Ah oui, si, il a un casque aussi un Exactement. peu. Ouais. Et en fait, il a l'air super sympa comme ça au premier abord, et pas très fort, mais en fait, c'est un dinosaure hyper badass. Parce que du coup, il peut tuer trois tyrannosaures. Bon, c'est dans les livres, je n'y ai pas assisté. Okay. Et même dans Jurassic Park, je crois qu'il y a un moment, il y a ce fameux dinosaure qui... Je crois, ouais, dans le Jurassic World où il pète la boule, là, non, un truc comme ça? Peut-être, oui. Je pense que j'ai confondu... Je sais pas, enfin, ouais, je vois... Enfin, en tout cas, c'est mon dinosaure préféré. Dans Jurassic Park tous les week-ends. Alors, pas tous les week-ends. Parce que je me lasse vite quand même. Mais non, je sais pas. C'est vrai que j'ai plein de figurines dinosaures en plastique chez moi. Et maintenant, même pour mes anniversaires, mes amis m'offrent souvent des choses à base de dinosaures. Alors, c'est le classique, mais j'aime beaucoup le diplodocus parce que je trouve qu'il a une grâce incroyable, une beauté. La forme de son corps, je la trouve splendide. C'est un peu bizarre de... non, parce que du coup, ça rejoint ton univers avec des formes, c'est des courbes. Oui, donc totalement. Du coup, là, clairement, c'est... Même son cou, même la forme de ses pattes. Je suis très fan de ça. Les dinosaures que j'aime pas, j'ai oublié le nom. Tu sais, c'est ceux qui se déplacent en bande. Dans tous les Jurassic Park, là? Ouais, ceux qui vont très vite et qui ont une tête... Vélociraptor. Oui, c'est ça. Mais de tueurs, mais incroyable. Alors, du coup, parce que j'aime bien les dinosaures, mais pas non plus. Pas, il me semble que dans les recherches, justement, les fouilles archéologiques, ils trouvaient qu'ils avaient des plumes, donc rien à voir avec ce qu'on voit dans les films. C'est vrai. Donc, c'est des poulets géants qui te défoncent les plumes. Moi, j'aime bien cette idée de poulet géant qui pourrait te tomber dessus. Parce qu'un poulet, c'est quand même censé être très mignon et très doux. En tout cas, dans mon esprit. Si tu prends un coq ou une oie ou un truc comme ça... Ah, mais juste, j'ai une petite anecdote qui date d'il y a seulement 2 semaines. En fait, je m'entends très bien avec ma grand-mère qui a un énorme potager, qui est splendide et elle a des animaux. Et donc, elle a un coq. Et donc, je vais la voir, je suis allée la voir il y a 2 semaines. On discute, elle me montre son potager et là, elle me montre son nouveau coq. Et elle commence à l'appeler d'une façon très mignonne, sauf qu'il ne vient pas. Donc je dis, mamie, il est nul ton coq. Et elle me dit, non, mais Alexandra, c'est de ta faute, c'est parce que tu es là. Par contre, tu vas te cacher et tu verras, je vais l'appeler, le coq va venir, il va baisser sa tête pour se faire caresser. Et je lui ai dit, je l'ai vraiment regardé comme là je te regarde, bon du coup les auditeurs, auditrices ne peuvent pas voir, mais avec un air très dubitatif, j'étais là, mais vraiment mamie? Et elle me dit, ah oui, c'est mon petit coq, c'est mon petit poulet à moi, domestique. J'étais là, d'accord. Il est venu? Du coup non, il est pas venu parce qu'il savait que j'étais là. Donc on a parlé des dinosaures, donc la passion dinosaure d'Alexandra, et il restait donc les femmes et les couleurs. Les femmes. Je trouve que c'est quelque chose de... C'est pas quelque chose d'ailleurs. Enfin, c'est un sujet qui est splendide. J'adore le corps de la femme. Mais j'adore tous les corps de toutes les femmes en fait. Je trouve qu'il y a des courbes qui sont incroyables. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de mal à dessiner des hommes. J'essaye. Mais je suis pas encore au point là-dessus. Alors qu'une femme, c'est presque instinctif. Mon ventre gargouille. Parce que du coup, tu travailles d'après modèle. Enfin, est-ce que tu fais des modèles vivants ou... Alors, ça m'arrive de prendre des modèles, par exemple des photos, des poses que j'aime bien. Je peux m'en inspirer et après partir dans mes petits délires d'illustratrice. Par contre, je suis plus sensible en fait à regarder une femme dans la rue parce que je sais pas, son attitude plus que son physique m'aura marqué. D'ailleurs, c'est plus une attitude qu'un physique qui me marque en général chez les femmes. C'est des petits détails en fait, mais effectivement, vu que j'observe beaucoup les gens pour pouvoir dessiner après, pour pouvoir m'en inspirer. Ouais, t'as vu tu vois. Voilà, c'est comme si j'avais des petits appareils photo dans les yeux. Et voilà, après c'est parti. Après, je fais des tests, je découpe des papiers pour commencer à créer des corps. Après, quand la composition me plaît, je la photographie et du coup, je passe sur l'ordinateur. Et je commence souvent à créer les couleurs alors que l'illustration n'est pas terminée. Et les couleurs, donc, c'est la moitié de mon travail.
je pense. Enfin non, j'en suis même sûre. Parce que pour moi, les couleurs sont tout autant importantes que l'illustration en elle-même. L'illustration va te donner une émotion, enfin en tout cas c'est le but, j'espère, mais les couleurs vont t'en donner une deuxième, qui seront complémentaires en termes d'émotivité. Et donc oui, voilà, pour parler plus personnellement de moi, je fais des migraines ophtalmiques, donc en fait je suis très très sensible aux lumières, et je pense que parfois j'ai des perceptions des couleurs qui sont un petit peu bizarres. C'est un peu dur à expliquer avec des mots, c'est plus un ressenti, mais par exemple j'aime beaucoup me balader de nuit, parce que du coup, et s'il pleut, c'est genre le meilleur moment, parce qu'en fait, t'as les néons des enseignes qui se reflètent dans une flaque d'eau. Ah, la nuit, c'est magnifique. La lune, l'aura de la lune, c'est quelque chose qui, moi, me rend très sensible. Donc en fait, toute cette sensibilité dans mon quotidien avec les couleurs, que ce soit voilà, des enseignes, un vêtement, tu vois la couleur de ta veste par exemple, je pourrais l'utiliser dans une de mes palettes parce que c'est exactement ce que j'aime. Bordeaux. Qui est Ouais, oui, c'est un bordeaux un petit peu rosé, mais c'est très sympa comme couleur. Merci. Donc oui, c'est vrai que les couleurs, c'est... Enfin, je pense que mes illustrations intéresseraient moins les gens s'il n'y avait pas ces palettes de couleurs. Parce que j'ai essayé d'imaginer une illustration avec justement des couleurs froides. Tout à l'heure, on en parlait d'Islande, et c'est pas du tout le même impact, en fait, je pense. J'aimerais bien essayer, parce que j'aime bien me challenger aussi, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à quitter mes palettes de couleurs qui sont plutôt très, très chaleureuses. C'est vrai, c'est des couleurs primaires, vraiment orange, rouge. Oui, et puis c'est des couleurs de peau, parce que moi j'aime beaucoup les peaux aussi, donc je pense qu'il y a un petit lien entre mes choix de couleurs et les peaux des humains, justement. Moi j'étais plus sur les couleurs vraiment de terre, tu sais, genre je vois des petits... ou des épices un peu, genre... J'aime beaucoup tout. Enfin, j'ai pas grandi dans une vraie campagne, mais j'ai quand même grandi à côté d'une forêt. Je sais ce que c'est la mer. Enfin, j'y allais souvent avec mes parents. C'est vraiment une chance. Et du coup, je pense qu'effectivement, j'ai un mini potager même sur mon balcon parisien. Ouais. Donc, je suis assez sensible à tout ce qui est la terre, même la couleur des plantes, des feuilles. C'est quelque chose qui me passionne en fait. Tout à l'heure, tu parlais de... J'ai pas vraiment dessus d'ailleurs, ça m'a vachement intéressé. C'est quand tu disais ta prof de dessin quand tu étais petit. Et je pense que c'est clairement le genre de truc qui peut te traumatiser. Si la personne n'est pas ouverte et te dit non, il faut faire comme ça. Exactement. Si tu tombes sur des profs dès le début, tu te dis non, ça peut te bloquer. Ah, mais c'est pour ça qu'elle était. Enfin, c'était. Je pense que j'avais envie que ce soit ma deuxième maman, ma mamie, enfin peu importe, ou ma sœur, mais. Ah oui, vraiment, c'était une femme extraordinaire parce qu'elle était quand même là pour nous apprendre des techniques qui sont imposées par la ville qui l'embauchait. Et en même temps, elle était là, écoutez les enfants, t'as envie de faire ça, et on y va. Tu parlais d'un déclic il y a 1 an à peu près, et t'as créé ton univers. Oui, enfin, mon univers sera toujours en perpétuelle évolution, parce que si on remonte par exemple mon feed Instagram, on se rend bien compte quand même qu'il y a des périodes de couleurs, il y a des périodes de représentation de sujets. Mais c'est vrai qu'il y a presque 1 an maintenant, on m'a proposé, la galerie Sgt Pepper, basée à Paris, m'a proposé de faire ma première exposition toute seule, du coup avec eux. J'ai forcément dit oui tout de suite. J'étais super emballée, mais j'étais surtout très stressée parce que je devais trouver un sujet cohérent pour du coup cette exposition qui a eu lieu en avril dernier avec eux. Et ça a été un petit peu compliqué parce que je me suis un peu... torturer les méninges pendant quelques mois pour savoir ce que j'allais faire et tout est parti du coup d'un événement donc avec ma mamie et en fait j'ai voulu faire une sorte d'hommage du coup pour ma mamie mais en fait plus pour toutes les femmes globalement. Et donc j'ai commencé à dessiner des corps, j'ai commencé à créer mes propres palettes de couleurs, j'ai commencé à trouver en fait la façon dont j'avais envie de représenter la femme, dont je la voyais, et plus encore une fois une attitude qui est un physique, parce que c'est hyper important. J'ai commencé à dessiner beaucoup de femmes dans des moments différents, dans des attitudes différentes. J'ai commencé du coup à montrer ça à la galerie qui était totalement en phase avec moi, en me disant c'est super chouette parce que là on a une nouvelle version, une nouvelle proposition du corps féminin, donc c'est super intéressant.
Après, il fallait trouver un titre. Et en fait, le mot muse est arrivé très vite parce qu'encore une fois, dans cette exposition, j'ai dessiné des inconnus, j'ai dessiné des amis proches, j'ai dessiné ma grand-mère, ma mère, mais sans préciser en fait, parce qu'après, voilà, je suis aussi un petit peu pudique là-dessus. Et donc voilà, ça s'est appelé Muse très rapidement parce que c'est mes muses en fait. Enfin, c'est un peu les femmes de ma vie. C'est une chanson, ça, non? Voilà, j'attendais la petite référence, les L5. J'étais très fan des L5 quand j'avais 10 ans. Ça, c'est un peu le moment de honte. Non, c'est les femmes de ma vie, un truc comme ça. Toutes les femmes de ma vie. Oh mon Dieu. Non, parce que moi j'avais réagi quand t'as parlé de ta grand-mère. Enfin, j'arrive pas à donner d'âge dans tes compositions. Oui, justement. c'est volontaire parce que j'ai envie que chaque femme, peu importe son âge, d'où elle vient, peu importe la langue qu'elle parle, puisse se reconnaître. Et d'ailleurs, ça c'est une question qu'on me pose souvent. On me demande pourquoi tu ne représentes pas les yeux. C'est chiant les yeux. Et non, moi j'ai une passion pour les yeux, Ah ouais. beaucoup de passion. Les yeux, je trouve que c'est magnifique, c'est quelque chose de très intime aussi. Et en fait, si je ne les représente pas, c'est aussi pour cet aspect-là un peu de pudeur, mais aussi parce que justement, je trouve que ça caractérise trop un visage et que justement, moi, je ne veux pas non plus trop caractériser pour que ta voisine ou la caissière du Super U ou ta maman puissent se reconnaître dans la même illustration. Je comprends. Et ce ne sera pas une question de coupe de cheveux, de morphologie, ce sera plus une attitude, un espèce de ressenti en fait vraiment émotionnel. Enfin, en tout cas, c'est mon but. J'espère que ça marche. Ouais, non, j'aime bien. Du coup, là, tu parlais de Sgt Pepper et une collaboration Muse dans leur galerie. Oui. Et c'est génial parce que du coup, ça me fait une bonne transition pour tes projets. Donc, j'en ai vu plein. Toutes les femmes de ma vie. C'est une bonne chose, du coup. C'est la rentrée, c'est pour ça. En plus, le truc qui m'a vraiment intéressé, c'est que t'es c'est pas le bon mot, multimodal. Alors, multimodèle dans le sens... Protéiforme plutôt. Genre, okay, on t'attend. Oui, genre, Minelli, c'est des chaussures. Oui. Bravery. Braverie. Braverie. Une marque australienne foulard, du coup. Exactement. T'as fait, donc là, dernièrement, t'as fait une fresque murale avec Force Femmes. Oui, c'est très récent parce que ça date d'hier. Donc... Ouais, encore un peu de peinture. Il y avait Sagaro, qui est une marque de peau de cactus parisienne aussi. Donc, chaussures, foulards, murs, des pots, enfin, jusqu'où vas-tu aller? Eh bien, je n'ai pas de réponse à cette question parce que j'espère justement pouvoir expérimenter plein de choses, plein de supports, travailler avec plein de personnes différentes. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le freelance parce que je peux très vite m'ennuyer d'une activité qui serait répétitive. Donc en fait, le freelance pour ça, c'est incroyable. Et du coup, effectivement, la semaine dernière, j'ai fait cette fresque murale dans une association qui en fait réinsère les femmes de plus de 45 ans dans le milieu de l'emploi. Cool. Pour différentes raisons, donc c'est très très intéressant. C'était un gros challenge pour moi parce que je n'ai jamais fait ça en fait, de peindre en direct pendant plus d'une semaine devant des femmes qui étaient là, qui travaillaient, qui venaient candidater. Et en fait, hier, j'étais en train de ranger tout mon matériel. Enfin, je fais une petite parenthèse. Mais en fait, il s'est passé quelque chose qui m'a rappelé pourquoi je faisais ce métier. Okay. En fait, une femme est arrivée. Elle était assez en retrait, beaucoup dans sa bulle. Je pense qu'elle devait être un peu stressée pour son entretien. Et puis, en fait, elle regardait ce que je faisais. Et je sentais qu'elle voulait me parler, mais qu'elle n'osait pas. Donc, je lui ai fait un petit sourire. Et là, elle commence à me parler. Et elle me dit je trouve que cette fresque est vraiment très apaisante. Ça me donne de la force et ça m'encourage. Sympa. Mais tout ça en une phrase. J'étais là, waouh, ok. Enfin, et j'étais tellement prise au dépourvu parce que c'est exactement le but de ce projet. C'est justement d'accueillir les femmes, de les mettre en confiance et de leur dire, bah voilà, toi aussi, en fait, tu peux faire ça. Et
on s'appelle l'instant émotion. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'étais vraiment... Enfin, je suis repartie de cette association, j'étais très émue. Ça a duré 2 minutes, vraiment à tout casser avec une inconnue, mais en fait, ça, je sais pas, je pense qu'elle s'est pas rendue compte que pour moi, c'était tellement important ce qu'elle m'a dit en une phrase, mais ça me rappelle de voilà, pourquoi j'ai choisi de faire ce boulot et pourquoi j'ai choisi de m'inscrire dans des projets qui sont de plus en plus engagés. Donc là, tu nous as parlé un petit peu de tes projets passés. Oui, Passé actuel oui. d'ailleurs, parce que tu es toujours dedans un petit peu. Tu La continues. fresque, oui, je suis en train de terminer. D'ailleurs, il y a une inauguration bientôt. Comment ça se passe une expo? Genre, ça se prépare combien de temps en amont? Quelles sont les coulisses en fait? Genre, qu'est-ce que tu dois préparer? Les tirages, les cadres, tout ce qu'il y a à faire. Les coulisses, c'est un grand bazar. Mais comme une pièce de théâtre, avant de monter sur scène, c'est la même chose. Donc là, avec la galerie, c'est eux qui s'occupent d'imprimer, de faire des tests, d'encadrer. Donc moi, Sergent Pepper, donc j'ai pas du tout eu à m'occuper de cette partie plus logistique. Okay. Par contre, voilà, tu commences à trouver un thème, tu commences à dessiner un petit peu tout ce qui te passe par la tête. Après, tu présélectionnes avec la galerie ce qui marche et ce qui marche moins bien. Après, tu retravailles toutes les palettes de couleurs. Et en fait, quand tu as tous tes visuels de près, ce que j'aime bien faire, même limite la veille de l'impression, c'est en fait, tu les mets tous à côté. Okay. Tu regardes si c'est vraiment cohérent parce que c'est quand même une série avec une grande thématique, même si c'est assez large. Et tu vois aussi si les couleurs matchent entre elles. Voilà. Quand t'imprimes en général, c'est toi qui le fais ou Alors, non. Souvent, c'est les galeries ou du coup les gens qui en fait achètent une illustration digitale et qui vont l'imprimer après. Ça m'arrive aussi d'aller dans des imprimeurs, mais c'est pas quelque chose que j'aime gérer. Parce que souvent, j'ai ce problème justement d'intensité de couleur qui me gêne parce que je suis assez perfectionniste. Mais par contre, du coup, c'est... alors, je sais pas si tu veux que j'en parle au micro et tout, mais comment est-ce que tu fixes tes prix en galerie, du coup? C'est la galerie qui a une certaine gamme de prix et tu dois te fixer à ça? Sergent Pepper, c'est la galerie qui a sa gamme de prix. Après, ça marche en pourcentage qui est reversé à l'artiste par vente. Okay. Mais c'est vraiment la galerie, mais ça, en tout cas à Paris, ça fonctionne comme ça. C'est vraiment la galerie qui impose le prix et après tu as un pourcentage qui est aussi imposé. Ouais, parce que du coup, c'est un fonctionnement qui est plus simple en fait entre l'artiste et la galerie. Parce que du coup là, c'est vraiment des tirages limités, c'est ça? Il n'y a pas de... Oui. Okay. Oui, c'est des séries limitées. Là, c'est des séries à quand même 100 exemplaires ou 200, je ne sais plus. Oui, non, je te regarde comme si tu allais m'apporter la réponse. S'il te plaît. Non, oui, c'est des séries limitées. C'est quand même plus intéressant, je trouve, de travailler sur des séries limitées parce que déjà pour les gens, c'est plus sympa, enfin pour les acheteuses. Et puis toi, ça te permet aussi en tant qu'artiste de tester d'autres choses quand la série est terminée. C'est un peu comme si tu fermais un petit chapitre et que tu en commençais un autre. Et j'aime bien cet esprit. Et est-ce que tu as des projets secrets, futurs Oui, j'ai un projet plus personnel. Enfin, j'ai 2 projets plus personnels. Je suis en train de lancer ma marque de foulard, enfin de pocket foulard. De pocket, genre des... Oui, parce qu'ils sont en fait... non, c'est pas des foulards que tu mets dans ta poche, mais c'est plus le format qui est petit en fait. Comme le carré d'Hermès en fait. Voilà, c'est exactement. Et bon, du coup, c'est pas... Pardon, j'ai dit... C'est pas le même prix, c'est pas la même envergure de projet, mais en fait, je voulais... parce que le textile m'intéresse énormément, et après avoir travaillé du coup avec Bravery Co, donc cette marque australienne de foulards qui, d'ailleurs au passage... est une marque super à suivre parce qu'en fait elle reverse des pourcentages de vente pour la lutte contre le cancer et ça c'est un projet pro bono que j'ai fait c'est aussi le genre de projet qui est hyper important pour moi à mener parce que ça a vraiment du sens, c'est très engagé et du coup voilà donc ce projet qui était vraiment splendide avec cette marque m'a donné envie en fait de créer ma propre petite marque donc de foulard et donc cette marque s'appelle Conquérante au pluriel. Conquérante parce que j'ai envie au travers de cette marque de représenter en fait la force, l'envie d'avancer, l'envie de se motiver en tant que femme et de montrer en fait que toutes les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent
Après, bien sûr, il y aura toujours des contraintes de vie qui vont t'imposer de faire tel ou tel choix, mais je pense sincèrement qu'il faut profiter de tout ce qui se passe en plus en ce moment pour parler un peu plus, pour lancer des projets. Et du coup, voilà, Conquérante, c'est vraiment une petite marque qui veut s'adresser à toutes les femmes, toutes les morphologies, tous les types de caractères, même la grosse jalouse ou la petite timide ou la passionnée. Enfin, j'ai vraiment en tout cas envie d'essayer de parler à un maximum de femmes et qu'elles puissent en fait mettre ce foulard de la façon dont elles veulent et en fait pouvoir se l'approprier et sortir dans la rue ou sortir en soirée ou aller au restaurant et se dire ben voilà, là je sais pas, je me trouve canon aujourd'hui, je me sens plus forte, je sais pas, il y a quelque chose qui change chez moi comme une nouvelle coiffure en fait, enfin une nouvelle coupe de cheveux, pardon. Ouais, non, Conquérante, la marque à mettre autour de tous les coups. Et voilà. Ça y est, tu m'as trouvé ma punchline, c'est parfait. Comment ça parce que là, du coup, c'est des quantités. Comment tu fais pour trouver un imprimeur? C'est toi qui le fais toi-même? Alors là, c'est des séries qui sont vraiment des mini-séries limitées parce que c'est la première fois que je lance ce type de projet. Donc je ne pouvais pas non plus prendre énormément de risques, même financièrement. C'est le genre de projet qui coûte très cher et que tu ne fais pas pour gagner de l'argent, en tout cas pas au début. Là, il y a 3 modèles de foulards et par modèle, il y a seulement 5 exemplaires. Ok. Donc c'est vraiment mini série limitée. Et ça sera sorti au moment du podcast? Oui. Ah non, je vais dire, dépêchez-vous de les acheter, mais ça sera déjà vendu. Je ne sais pas, enfin peut-être pas, hein, tu vois. Après, je sais pas si ça va intéresser les gens, je sais pas s'ils vont aimer. Bon, y a pas de raison. Je pense que je vais sortir ça j'espère fin septembre. Ouais. Et donc comment ça, c'est quoi, tu vas avoir un imprimeur textile, Alors je voulais que toute la production et la création est faite en France, mais je voulais que toute la production soit faite en France aussi. Malheureusement, je suis encore petite financièrement et du coup j'ai quand même voulu rester en Europe. Donc en fait j'ai trouvé par des contacts d'amis qui travaillent dans le milieu de la mode du coup un imprimeur textile aux Pays-Bas. Ok. Donc ça reste presque nos voisins. Et donc en fait, voilà, je leur ai envoyé mon design, mon illustration, avec les bonnes couleurs, les palettes, et après eux impriment et ils t'envoient ça. Tu choisis aussi ton tissu, bien sûr, ton format. Donc quand je les ai reçus, j'étais comme une gosse à Noël. J'étais là, oui, le paquet, il arrive. Et en format, c'est quoi comme taille? En format, c'est du 40-40. Et donc en fait, je me suis entourée volontairement d'une équipe 100% féminine, parce que pour moi c'est quand même important de rester cohérente en fait, dans un projet de A à Z, et ça passe aussi par le choix des personnes avec lesquelles tu vas t'entourer. Donc j'ai vraiment eu de la chance d'avoir beaucoup d'amis et d'amis qui ont accepté en fait, de se lancer dans cette aventure avec moi, alors que c'était pas forcément le métier de chacune de poser en tant que modèle. Tu veux faire une dédicace Du coup, oui, pour Ornella, Caddy, Perrine et Sarah, qui sont 4 femmes juste exceptionnelles, avec leurs particularités que j'aime énormément. En fait, je voulais pas avoir forcément des vrais mannequins de profession, parce que justement, Conquérante, c'est pour les femmes aussi normal, entre guillemets, en fait, de tous les jours, exactement. Et ces quatre femmes, elles sont des personnes de mon quotidien, en fait. Donc, c'est des conquérantes. C'est des conquérantes, en fait, exactement, sur des points différents, mais c'est 4 superbes conquérantes. Tu as parlé d'un deuxième projet? Mon deuxième projet, qui est actuellement en cours, c'est de réaliser un petit documentaire filmé sur ma mamie dont je te parlais, pardon. Je commençais de vous voyer. On est plusieurs. Dans ma tête, mais... On est plusieurs dans ma tête aussi, donc c'est peut-être pour ça. Dont je te parlais avec cette fameuse histoire de coq et de potager. Et donc c'est pas un projet d'illustration, mais en fait, dans ma vie de freelance et d'artiste, j'ai aussi besoin d'avoir d'autres formes et types de projets, parce que j'ai toujours beaucoup aimé la vidéo. En fait, en commençant dans le design graphique il y a quelques années, j'étais aussi assistante en fait, sur des tournages photos et vidéos. Cool. Donc c'est un peu une activité secondaire, qui était secondaire, que j'ai un petit peu laissé de côté. Et là j'aimerais un peu m'y remettre en fait, du coup avec ce beau prétexte d'aller filmer ma mamie
dans son quotidien et qu'elle me raconte un petit peu voilà, sa vie et de passer un petit moment toutes les deux, voilà, discuter autour d'une petite table. Toutes les femmes de ma vie. Du coup, avant de passer au tiramisu, finalement, est-ce que tu en as déjà t'as un peu abordé quand même la technique au fur et à mesure de l'interview. Est-ce que tu peux résumer ta technique? Mon petit process. Voilà. Alors, donc je commence par trouver une inspiration, donc que ce soit dans la rue, sur mon ordinateur, dans une discussion d'amis. Ça peut être vraiment très très varié, même dans un reflet de lumière. Une fois que j'ai mon idée, je commence soit à crayonner rapidement sur une feuille ou alors à découper des morceaux de papier, du coup pour créer une forme globale. Donc ça c'est ma première étape. Et après je commence à créer réellement sur mon ordinateur via Illustrator, donc dans la suite Adobe. Et ensuite, enfin même en parallèle, c'est pas ensuite, en parallèle je commence en fait à travailler ma partie couleur qui est hyper importante et que je vais faire évoluer presque jusqu'à la dernière seconde, limite avant l'export pour le client. Ok. Est-ce que tu fais de la commande aussi pour... Alors oui, il y a aussi des commandes privées de particuliers et sinon, je peux aussi travailler pour des événements, pour des assos, pour des marques de chaussures, de oui, pour ce que tout à l'heure, les Minelli et compagnie. Okay. D'accord. Et ah si, donc, en termes de technique, j'ai juste une question, c'est par rapport à la peinture. Tu as un partenariat, tu vas chez Bricorama, le Romerlin, je sais pas. J'ai pas du tout de partenariat, enfin vraiment c'est encore une fois de la bidouille, c'est soit je récupère des pots de peinture là où je peux en récupérer, donc ça peut aller du garage de mes parents à Leroy Merlin. Vraiment j'achète tout moi-même, enfin, j'essaie de réutiliser souvent des matériaux pour éviter aussi tout ce qui est gaspillage, parce que c'est quand même une notion qui est importante surtout depuis quelques années. Donc non, j'ai vraiment aucun partenariat, peut-être que ça viendra plus tard, on verra. Appel. S'il vous plaît. Non, parce que, alors, du coup, en termes de technique, tu l'as montré en story, après peut-être que je regarde des trucs bizarres dans tes stories, mais sur le projet... Tu veux dire que j'ai des stories bizarres, mais t'as pas tort. Non, bon, un peu. C'était pour Force Femme. En fait, j'ai vu ton process. Ah oui. Tu projetais, j'ai compris que tu as projeté l'image sur le mur, en fait. Alors oui, alors justement, on en revient au fait que je ne sais pas dessiner en termes de proportions. Et en fait, cette illustration, je l'ai du coup créée en amont, donc avec tout le process que j'ai expliqué juste avant, donc aussi sur l'ordinateur. Je l'ai fait valider avec le client. Okay. Et en fait, pour garder vraiment toutes les bonnes proportions de l'illustration, je me suis dit que ça allait être plus simple en fait d'installer un vidéoprojecteur et de projeter directement l'illustration sur le mur et que je vienne après avec un crayon de bois venir dessiner tous les contours et après j'ai plus besoin du vidéoproj et je commence à mettre mes aplats de couleurs. Non, c'est malin, on retourne dans la bidouille. Ah oui, grosse bidouille là. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Je me dis qu'en fait tu trouves, même en tant qu'artiste, tu dois trouver aussi tes propres tips. Ta façon de faire, c'est pas forcément juste trouver son style en fait, enfin, c'est déjà compliqué de trouver son propre style, mais t'as aussi toute une autre partie qui est plus logistique qu'on n'aborde pas forcément et qui fait moins rêver, et donc ça passe aussi par ce genre de choses de trouver des astuces pour déjà gagner du temps, pour être plus confortable aussi. Ouais, d'ailleurs quand je te voyais, je t'ai pas envoyé de message, je me suis dit mais prends une chaise. Ah, mais j'ai eu plein de retours sur cette story où on me disait ah là là mais t'es un peu en équilibrisme ou t'as pas l'air très à l'aise machin. Et c'est vrai qu'en fait un vidéoprojecteur oui c'est de la bidouille, et qui dit bidouille dit ton corps doit s'adapter aussi, donc tu peux pas faire tout ce que tu veux et c'est pas forcément très pratique sur le moment. Ouais, non, c'était intéressant de voir parce que du coup c'est cool que tu partages le background, je sais pas comment on appelle ça, les coulisses. Voilà, les coulisses. Pour moi c'est quelque chose de très important parce que je suis dans l'esthétisme mais je suis pas juste dans le beau pour le beau non plus en fait. Ça m'intéresse pas de montrer que des choses lisses. Moi j'aime bien aussi alors après il y a du pour et il y a du contre, mais j'aime bien aussi montrer des moments de ma vie tant que ça reste bien sûr pas trop personnel. Mais par exemple, moi ça me dérange pas de mettre en scène des amies à moi, parce que souvent c'est des filles et on y revient encore là-dessus, et ces filles-là après elles vont m'aider sur des
sur des vrais projets, pas juste pour les filmer dans ma vie. Et je trouve ça, je sais pas, ça fait partie de moi en Non, fait. c'est un univers, c'est... Voilà, c'est vraiment un univers global où tu prends ce que tu as à apprendre et puis ce que tu n'as pas envie de regarder, tu le regardes pas. Mais j'aime bien cette façon de faire. Et ça me pense à ça. Parce que d'ailleurs, c'est souvent, ça revient dans les discussions avec les illustrateurs et illustratrices, mais Instagram, c'est quand même le... Sans Instagram, on n'existe pas. Ah bah c'est un super levier d'échange, de rencontre, de communication. Après, comme dans chaque nouveau levier, il faut faire attention. Mais c'est vrai que Instagram, c'est incroyable comme outil. Enfin, moi, j'utilise vraiment maintenant comme un outil. Avant, c'était plus pour mes photos personnelles, d'amis. Après, j'ai arrêté parce que je me suis dit, mais en fait, c'est très intéressant à exploiter. Tu peux vite échanger, tu peux vite aussi découvrir des nouveaux talents parce que être illustrateur ou actrice, en fait, il faut aussi que tu te nourrisses en termes de culture graphique, c'est hyper important, sinon je pense que tu n'évolues pas. Et ça permet aussi de te remettre en question, ça permet de te challenger. Quand moi, des fois, souvent tous les matins, je fais ma petite veille sur Instagram, donc je vais un peu checker des nouveaux profils, des nouvelles inspi, et je suis là, ah ouais, mais ça c'est super cool, bah du coup, allez, lève-toi beaucoup plus vite, puis on va aller travailler. Donc c'est aussi motivant. Ah, c'est vrai. Bah du coup, je vais libérer tes gargouilles. Un tiramisu. Oui. Trop bien. Toutes les femmes de ma vie. Donc nous revoilà après la dégustation express. J'essaie de ne pas trop m'afficher devant tout le monde, s'il te plaît. Non, mais tu peux le dire, c'était pas bon, il n'y a pas de... C'était exceptionnellement, incroyablement bon. Un tiramisu de l'espace. Tout ça. C'est peut-être même mieux qu'un dinosaure. Oula, c'est la météorite qui a tué le dinosaure. Voilà, non, mais c'était vraiment très très bon. Merci beaucoup. Bah, je vais me reconvertir. Du coup, mon ventre est satisfait. Il t'en remercie aussi, parce qu'il a sa propre personnalité. Donc, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? De quoi voudrais-tu parler pour ta carte blanche, Alexandra? Alors, j'aimerais bien parler du féminisme dans le milieu de l'art. Que tout le monde est parti, non? S'il vous plaît, restez, c'est important. Alors, non, justement, féminisme, au sens... en fait, ça a tellement de sens, de notions, qu'en fait, moi, j'ai pas la bonne définition du féminisme. Je pense pas qu'il y en ait une seule. Voilà, je ne sais même pas si moi, je le suis personnellement. C'est pas une question qui me taraude. Par contre, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est en fait de voir comment, par le biais de l'art, on peut véhiculer en fait des idées fortes. Et vu que forcément je suis une femme, que je sais ce que c'est une femme, je connais les préoccupations d'une femme, même avec mes amis ou même des inconnus, c'est quelque chose qui me questionne dans mon travail d'illustratrice au quotidien. Et j'ai fait plusieurs rencontres qui m'ont un peu marquée, donc de femmes dans le milieu surtout de l'illustration ou du design graphique, dont surtout Anaïs Bourdet, je crois que je t'en parlais. De Paye Tachnek. De Paye Tachnek, exactement, qui est une ancienne de l'ECV, si je ne dis pas de bêtises, donc de l'école que j'ai faite. Décidément. Enfin, il y en a plusieurs en France, hein, mais... Et en fait, j'ai assisté à une conférence qu'elle a donnée. En fait, elle expliquait, et je trouve ça très intéressant, son premier rêve en sortant de l'école, c'était d'apparaître en tant que designeuse graphique dans des revues qui sont spécialisées dans l'art contemporain, okay. Donc des trucs assez dingos. Et en fait, un jour, elle a discuté avec des amis à elle, et elle s'est rendue compte qu'elle avait envie de lancer un projet un peu plus engagé qui du coup s'est appelé Paye Tachnek. Donc qui est en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, un recueil de témoignages d'agressions verbales ou physiques que des femmes peuvent subir dans la rue, de tout âge, de tous endroits. C'est pas forcément que en France, donc c'est aussi intéressant de comparer culturellement cette forme de harcèlement dans la rue. Et même pour les hommes, enfin, moi je sais que et même pour les ce hommes, genre de choses. Et effectivement, c'est très important aussi. C'est bon, édifiant. Moi ça me paralyse un petit peu en fait de lire ce genre de choses. Et donc en fait elle s'est rendue compte qu'elle a laissé son rôle, enfin elle a presque laissé son rôle de graphiste, artiste pour ce projet Paye Tachnek, parce qu'en fait en termes de design on est sur quelque chose de très simple, très épuré, et en fait là pour le coup elle a mis sa profession première en arrière
pour pouvoir vraiment laisser place en fait au message, à la parole des femmes. Au militantisme un petit peu. Voilà, et je trouve que cette démarche, elle est superbe. Après, malheureusement et heureusement pour elle, ce projet vient d'être terminé après plusieurs années d'existence. J'ai pas vu. Parce que c'est très lourd à porter. À être identifiée comme la porteuse de ce projet. Exactement, okay. Et en fait, elle a fait un communiqué, elle a pris la parole, elle l'a fait d'une façon qui est très bien, je trouve. Elle a expliqué pourquoi elle arrêtait ce projet alors que ça lui tenait à cœur, mais elle ne peut plus porter ça toute seule et je peux comprendre que ce soit un peu compliqué là-dessus. Bah, je vais rebondir sur ça, je crois que c'est Lorraine Bastide qui fait du podcast aussi. Et justement, elle s'est coupée de tous les réseaux sociaux, elle veut plus d'Instagram personnel, Twitter et compagnie, parce que justement, en fait, c'est... Alors, j'espère, je me rendrai jamais compte que ça m'intéresse pas du tout, mais de toute la violence qu'elle se prenait. Oui, c'est ça aussi. Hein. T'as des retours. Et je pense que c'était le même projet, le même problème avec. Oui, il y avait tout le temps. En fait, il y avait deux formes de choses difficiles. En fait, dans ce que j'ai lu, j'ai pas du tout envie de déformer ces mots. Il y a la partie effectivement où t'as des hommes ou même des femmes qui étaient agressifs avec elle en retour. Donc déjà, non, je suis pas là pour ça. On comprend pas. Et il y a cette autre forme de souffrance où en fait tu reçois tellement de témoignages dans ta boîte mail qu'en fait il y a un moment où ton quotidien c'est de lire des horreurs qui se sont passées sur des femmes que tu ne connais même pas. Ouais, donc tu fais éponge un peu. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est un très très beau projet et je tenais à en parler parce que autant dans la démarche que dans le sens artistique, c'est voilà, se servir d'une première profession de designeuse graphique pour l'amener vers quelque chose de très engagé et je trouve ça assez épatant. Clairement. Sinon, je fonctionne surtout sur cette carte blanche par grandes figures féminines qui pour moi sont des références qui m'inspirent aussi. Frida Kahlo, célèbre peintre mexicaine, a aussi eu cette forme en fait c'était une militante en fait, hein. Clairement c'était à l'époque de la Révolution en Espagnol, 1900. Je pourrais pas dire. Je suis un petit peu nulle en histoire, mais cette femme est assez incroyable. Son art aussi est assez incroyable. Enfin, j'utilise tout le temps le même mot, mais voilà. Prodigieux. Oui, en fait, c'est qu'à chaque fois, elle m'impressionne. Enfin, j'ai tellement de bouquins sur elle. Mais Mash, on parle dans le podcast aussi, elle parle du film Frida. Oui, qui est très bien. J'ai pas encore vu, mais je l'ai noté. Sur Netflix, il est encore sur Netflix. Ah, mais je l'avais pas regardé sur Netflix, c'était vraiment il y a des années quand... quand justement j'ai commencé à dessiner en fait. Je suis tombée sur ce qu'elle faisait et j'aimais bien le fait qu'en fait elle aille à contre-courant. Parce que en fait, en plus en époque de révolution, il y a beaucoup de choses qui étaient imposées aux femmes, surtout les femmes artistes. Et elle était là, non, moi je vais pas du tout faire ça. Je vais faire plutôt ma vision de la société au travers de mon art et je vais défendre les femmes. Et donc elle a dessiné beaucoup de corps, elle a dessiné beaucoup d'autoportraits. Il y a un autoportrait que j'ai en tête d'elle qui est assez incroyable, encore, prodigieux. Où en fait elle est assise sur une chaise face à nous, les cheveux coupés avec des ciseaux dans les mains. Il y a des cheveux partout sur le sol et en fait le bonus c'est qu'elle a mis un costume d'homme. Enfin elle s'est représentée avec un costume d'homme et des cheveux très courts. Il est pas vert son costume ? Enfin je crois que je l'ai en tête, elle avait les jambes d'un côté puis elle nous comme ça. Alors non, elle est vraiment en plus elle est vraiment face à toi. Très droite, très stoïque, le regard qui est très pénétrant et des cheveux partout parce qu'elle vient de se couper les cheveux à la garçonne. Okay. Et là, ce costume qui est réservé aux hommes, en tout cas à l'époque, parce que la mode n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, même dans la mode, ça pourrait être aussi intéressant. Mais bon, je suis moins calée là-dessus. Ouais, alors, je fais une digression sur j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Le pantalon, c'est un des outils les plus sexistes qui existent. Et donc, du coup, je sais pas si tu savais, mais dans les pantalons de femmes, j'ai plus le nom en tête. Mais en gros, donc tu le sais, on peut rien mettre dedans, genre les téléphones d'aujourd'hui ça passe pas du tout. C'est validé ça. Et du coup, ça a été pensé pour que justement les femmes aient toujours un sac et que ça les encombre. Ah bon ? Et ouais. Et j'étais chercher très j'apprends un truc là. Et tu vois, je suis tombé dessus. C'est un article de Mademoiselle, il me semble. Ok. Et en gros, il y a eu des projets artistiques justement parce que dans les poches d'un pantalon, tu mets ce que tu veux. C'est beaucoup plus ample. Il n'y a pas de souci. Et il y a vraiment des. Attends, je
Je vais le retrouver. Ah, mais je trouve ça encore une fois incroyable, mais pas dans le bon sens du tout là. C'est même triste. Ah ouais, non, mais c'est fou. Puis en plus, ça te pousse aussi à la surconsommation. Moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Mais en fait, c'est assez fou. Du coup, moi, j'étais particulièrement sur une marque de vêtements sans poche, pour mettre tout le monde d'accord et tout. Mais c'est fou que dans le moindre détail, Ah oui, t'as des injonctions. Non, mais c'est exactement ça, c'est le mot, oui, c'est injonction. Et Frida, bon, en fait, je me suis toujours demandé avec qui j'aimerais dîner, enfin une personne qui... La fameuse question de... Voilà, et Frida Kahlo en fait partie. J'aimerais tellement, j'aurais tellement voulu faire un dîner avec elle et qu'elle me raconte toute sa vision des femmes au travers de son art, de comment elle fonctionne, de comment elle a trouvé aussi cette force et ce courage, surtout à son époque, de faire ses propres choix, même sa liberté sexuelle. Enfin, tous les sujets sont liés et je trouve que c'est une femme qui avait l'air vraiment splendide et je la mettrais en fait dans mes muses. Clairement, elle rentre totalement. Et puis en fait, on pose souvent la question, on fait souvent l'amalgame en fait. On me dit, oui alors toi Alexandra, tu dessines, donc tu es une femme. Tu dessines que des femmes, donc déjà, est-ce que t'en as pas un peu marre? Et puis du coup, vu que tu dessines des femmes, ça veut dire que t'es féministe? Et sur le coup, je trouve que cette question n'est pas du tout... elle est très étrange, parce que dessiner des femmes, ce n'est pas forcément être féministe. Et puis à l'inverse, si on inverse le truc, t'es un homme, tu dessines des hommes, voilà. T'es masculiniste, tu vois, voilà. Mais c'est bizarre, ça se pose même pas la question. Masculiniste, oui, et déjà on ne posera pas la question à un homme, je pense. Bah non. Donc ça, c'est un peu des sujets dans mon quotidien qui sont un peu pesants. Donc c'est vrai qu'au travers de mon art, j'essaye vraiment de mettre en avant la femme, de lui donner... et c'est aussi pour ça que je multiplie les différents supports, que j'essaie de faire des shootings avec des filles du quotidien, des filles qui ont leur morphologie, leur particularité, parce qu'on n'accentue pas assez. Et l'art, surtout même via Instagram, il faut s'en servir aussi pour pouvoir passer des messages engagés. Au début, je faisais du beau pour du beau. J'en fais toujours dans mon passe-temps. Maintenant, j'ai plus envie seulement de faire ça. Et du coup, je fais une digression. Là, à l'instant, je viens de citer que tu utilises de manière consciente ou inconsciente, je ne sais pas, des objets typés féminins. Des chaussures minimalistes, des chaussures féminines, quoique des femmes, des hommes aussi. Des foulards... Bon, je porte des fleurs aussi, bref. Des pots de fleurs, etc. Est-ce que c'est de manière consciente? Est-ce que tu avais vu ça? Alors, pas du tout. Du coup, oui, je suis perturbée parce que à aucun moment j'ai fait le lien avec les types de supports que je pouvais utiliser. Donc, je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. Non, mais... alors, les pots de fleurs... Enfin, tout ce qui est fleurs, en fait, pour moi, c'est pas forcément associé à la féminité. Pour moi, c'est... un élément qui est très important dans un quotidien, parce que c'est quelque chose qui va me rendre bien, qui va me rendre heureuse, même le temps d'une minute ou de 30 secondes. Et je pense que l'objet du pot de fleurs ou de la fleur, c'est quand même quelque chose d'assez mixte. Même si on a ce super stéréotype des hommes qui vont offrir des fleurs aux femmes, moi j'ai toujours... était mal à l'aise avec cette idée-là. On en revient toujours à donc moi j'aime bien faire l'inverse, j'aime bien offrir des fleurs à un garçon. Je trouve ça plutôt cool. Donc peut-être que inconsciemment j'utilise des objets, des supports qui sont à usage principalement féminin. Ou interprétés comme tel. Ou interprétés comme tel, exactement, stéréotypés, pour peut-être les détourner justement, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est une bonne question parce que je ne me la suis pas posée. Non, c'est parce que je pensais, c'est toujours une question d'interprétation de l'époque et de regard, de filtre. Parce que moi, tu me demandes le nom d'un jardinier super célèbre, je pense à Le Nôtre. Et c'est un mec, contrario. Oui, voilà, non, c'est ça. Et c'est vrai que, on pourra faire un podcast, je pense que ça existe, mais ce glissement des valeurs et des objets, de l'appropriation. Par exemple, tout le monde a en tête, je pense, le tableau de Louis XIV avec des collants. Exactement, oui, c'est. Pour autant, maintenant, un mec qui met des collants. Même l'usage de la perruque. Aussi, ouais. C'est fou.
C'est une question, ouais, c'est des questions de tendance, comme ton exemple avec le pantalon et les poches. Enfin, je trouve ça assez, Du coup, attends, j'ai la citation assez de incroyable. Christian Dior, hein, excusez-moi du peu. Les hommes ont des poches pour ranger des choses et les femmes ont des poches pour la décoration. C'est ouf. Alors, ça m'agace un peu, hein, je t'avoue. C'est fou. Ça date parce de que 1954. Non, mais alors déjà, à l'époque, les gens étaient, j'allais dire un gros mot, étaient bêtes, stupides, ingrats. Hier, je prends le métro, donc j'aime pas trop ça, hein, mais je prends le métro et tu sais, les grandes 4x3 là, que tu ne peux absolument pas rater et qu'on t'impose. Moi, j'aime bien regarder ça. Et ben alors là, je t'avoue que j'ai pas vraiment aimé regarder ça parce que je me retrouve donc sur un quai de métro bondé avec deux grandes 4x3. Une première, donc une sur fond bleu avec un homme très fort, donc c'était une pub pour des articles de sport. Ah, en ce moment, ouais, je l'ai vu, il y en a partout. Et du coup, est-ce que tu t'as fait attention ou pas? J'ai vu, il y avait deux types d'affiches, femmes et hommes, et c'était pas la même injonction. Genre, les femmes, c'est pour être sexy, et les hommes, c'était pour être plus fort, je crois. J'ai pas trop... Et donc déjà, en plus, donc, j'en reviens à la couleur dans mon travail. La couleur, c'est hyper important, même pour la communication en général, parce que du coup, c'est aussi un gage. Par exemple, le bleu, ça va être pour tout ce qui est banque, le vert, ça va être pour les pharmacies. Enfin, ouais. Inconsciemment, ça te parle directement sans message précis. Là, tu as le code couleur bleu côté garçon, et on accentue effectivement sur la punchline. Tente l'exploit du 42 km/h, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vas être super fort, tu vas être super strong. Et en face, tu as une affiche du coup sur fond presque rosé rouge. Donc là, merci, ils n'ont pas mis de rose, mais bon, c'est la même chose. Et tu as deux petites femmes très mignonnes. Et c'est si vous pensiez à votre summer body. Oui, c'est ça, ouais. Et tu as le mot summer body. Et en face, tu as le mot exploit. Et ça, c'est là, en 2019-2020 bientôt, dans la communication, la publicité française, et je trouve que c'est affligeant en fait. Après, voilà, c'est du détail, tout le monde ne va pas forcément faire attention à ça. Moi, je demande à personne de faire attention non plus ou d'être tout le temps énervé. C'est pas du tout le but de la chose. Parce que voilà, dans le féminisme, tu as tellement de types de profils, tellement de types de façons de t'engager, que c'est vraiment à toi de faire ton propre choix. Et c'est pour ça que moi, quand on me pose la question est-ce que tu es féministe parce que tu dessines des femmes, je suis incapable de répondre à ça, parce que je leur dis, je me sens engagée parce qu'il y a des choses qui sont importantes et j'ai envie de me servir de mon art pour pouvoir aussi parler à d'autres femmes et des hommes, si je peux. Donc autant le faire. Par contre, le fait que je sois féministe ou pas, limite, ça c'est encore un autre débat. Ouais, ça rentre pas en jeu, c'est... Voilà, donc c'est pour ça, Frida Kahlo, toute sa démarche, je la trouve incroyable. Dora Muto, donc elle n'est pas dans le milieu de l'art, dans le milieu du journalisme, mais elle se sert aussi de sa profession pour du coup appuyer des nouvelles réflexions, des nouvelles pistes. Après, encore une fois, tout n'est pas non plus bon à prendre, c'est vraiment à toi de faire ton propre petit mélange. Du coup, je pensais aussi à la figure féminine Orlan, qui est une artiste plasticienne, qui a été beaucoup exposée à Nantes ou à Paris, qui fait pas mal de performances artistiques. Et en fait, sa particularité, elle dénature son propre corps, donc pour casser justement les stéréotypes de beauté par rapport à l'art, enfin grâce à l'art. Et beaucoup de gens vont peut-être trouver ça ridicule ou pas forcément très intéressant, mais quand tu lis vraiment tout son raisonnement, sa réflexion, c'est extrêmement bien pensé. Voilà, après, il faut quand même le faire, hein, de te mettre des implants pour dénaturer ton propre corps. Ça veut dire qu'en fait, tu n'es même plus à ça près. En fait, c'est que l'esthétisme ou les normes sociétales pour les femmes, tu les contournes. Bon, après, voilà, elle les contourne à sa propre façon, mais je trouve ça très intéressant, en fait. Moi, je suis pas très fan de tout ce qui est art contemporain et performance, mais j'aime bien la démarche, des fois, de comprendre pourquoi. Oui, après, je suis pas non plus fan de tout son boulot, parce que ça me rend pas forcément sensible. Mais par contre, vraiment, cette démarche d'artiste plasticienne qui, du coup, se revendique féministe et en fait qui veut utiliser l'art pour faire passer un message, je trouve ça assez important et bien en fait que ce genre de personnalité le fasse. Je sais pas si t'avais quelqu'un d'autre. Parce que du coup, je voulais te parler du podcast La Vénus.
C'était Oui. pas le Vénus, le podcast. Oui, c'est ça. Et du coup, ça serait ma contribution, ma petite pierre à la carte blanche féministe. Et Vénus, le podcast, en fait, son principe, c'est de mettre en avant les problèmes qu'il y a dans le monde de l'art, la place de la femme dans l'art, que ce soit comme artiste ou comme représentation. Et c'est vrai que j'avais pris comme habitude, comme tout le monde, enfin une grande partie des personnes, je pense, d'accepter ce qu'on nous présentait comme art comme étant un fait. Oui. Et le fait de questionner ce genre de choses, tu te dis, mais oui, c'est vrai, en fait, c'est... pourquoi ? Ah, mais c'est hyper intéressant. Et ça, j'adore. Et ça, du coup, pour moi, c'est du féministe aussi. Une autre forme de féminisme. Oui, voilà, en fait, j'essaie de trouver une définition du féminisme, mais c'est impossible. Enfin, c'est tellement vaste. Le féminisme, c'est un engagement, c'est une façon d'essayer d'atteindre une égalité entre un homme et une femme, et par quel biais, ce soit dans la politique, l'aspect social, l'aspect économique, enfin il y a tellement de choses, l'aspect culturel, donc là c'est plus axé sur l'aspect culturel, mais donc même en fonction des époques, tu as quand même cette même volonté de mettre en avant la femme par différents biais, autres que juste par son corps. Parce que voilà, une femme, c'est très beau, mais c'est pas juste beau, ça peut être aussi plein d'autres choses, et c'est ça qui est assez... Intelligent. Voilà. Non, mais oui. Sapiosexuel. Oui, quand tu aimes une personne avant... Pour son esprit, oui, voilà. que pour son physique, et ça, c'est cool. Exactement. Du coup, alors, on va passer à des questions plus légères, du coup. Toutes les femmes de ma vie. Quel est ton mot préféré ? Est-ce que j'ai le droit d'en citer plusieurs ? Allez, ça va. J'ai du mal à choisir. Dinosaure, chouette, genre trop chouette. Je dis ça tout le temps. Une expression plutôt, du coup. Trop chouette. Ouais. Cool kids, j'aime bien aussi. Comment tu dis ? Cool kids. C'est quoi ? Enfin, des enfants cool. Ah, kids, ok. Oui, mais j'ai un accent nul, mais en plus j'ai mangé du tiramisu, c'est pour ça. Cool kids. Ah, j'étais sur genre C-O-O-L-K-I-E-S. Ah oui, en un seul mot. Cool Oui, kids, non, mais Cool kids. on pourrait inventer un nouveau mot, je pense. Cool kids. Du coup, c'est quoi ? C'est un état d'esprit ou c'est vraiment des enfants qui sont cool ? C'est un état d'esprit. Parce que du coup, non, j'ai pas trop d'enfants autour de moi dans ma vie. Même si j'aime beaucoup les enfants, parce que c'est très intéressant de leur demander, de montrer ton travail, de leur montrer, du coup, vas-y. Qu'est-ce que t'en penses ? Mon petit monsieur ou ma petite dame, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, soit c'est affreux, c'est très très moche, mais on comprend pas, c'est quoi ? C'est un citron ? C'est un singe ? T'es là, non, c'était une voiture. C'était des Smarties, je dirais. Voilà. Mais du coup, c'est hyper intéressant, parce que des fois, ils te donnent des idées. Donc, ouais, voilà. c'est vrai. Cool Kids, j'aime bien. Ça fait un peu nom de marque de vêtements, où je trouve Cool Kids. Ou cool, de Tic Tac, non ? Tu sais, les petites boîtes de bonbons. Ah ouais. Prenez un Cool Kid. Ah non, je confonds. Prenez un... Attends, c'est quoi la marque ? Tu sais, les trucs là, t'appuies. Les Pegs. Les Pegs, ouais. Oui, donc... Prenez un petit oui, on est Pegs. vieux, nous aussi. Oui. Et, ok. T'en avais un autre, moi, ou... Dinosaure, poule, peut-être ? Poule, j'aime bien. Poulpe, j'aime trop. Tiramisu, j'aime bien ce mot aussi, mais il y a trop de mots que j'aime. Mouchoir, j'aime bien aussi. Mouchoir ? Ouais. Ok. On va rester sur ça, du coup. Bon, t'en as déjà cité quelques-uns. Est-ce que tu peux nous recommander à nos auditeurs, auditrices, 3 artistes au sens large ? Alors, je vais vous recommander le travail de Johanna Holk, qui fait du travail en noir et blanc sur des visages, et d'ailleurs, je l'ai sur mes bras, parce qu'elle fait du tatouage aussi. Ok, parce que je voyais la chemise, je pouvais commencer. Oui, non. Du coup, les gens ne verront pas, mais en fait, elle fait beaucoup de visages. Ah, mais tu l'as mis sur ton Instagram, je crois. Oui, oui, c'est ça. Et je vous conseille vraiment d'aller voir son travail parce qu'elle a une démarche qui est très intéressante. C'est une super femme en plus, elle est très humble, elle est incroyablement créative. Elle utilise aussi beaucoup de supports comme de la céramique, comme du tissu, c'est assez cool. De la peau humaine. C'est une cool kid, voilà. Cool kid. En artiste, c'est vrai que c'est un peu compliqué de choisir. J'aime beaucoup aussi le travail de Amandine Delaunay, qui du coup est dans mon espace de coworking, qui elle travaille plus sur la sensibilité, sur tout ce qui est des fleurs, des motifs de coquillages, des animaux. C'est très joli, c'est très délicat, et donc
totalement un autre style, mais j'aime énormément aussi ce travail de patience et de minutie. Donc je vous conseille Amandine Delaunay. Son surnom sur Instagram, c'est Le Loup Blanc. Ok. Voilà. Puis elle a une façon de représenter les animaux qui est vraiment superbe. Un artiste que j'aime beaucoup aussi, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, Léa Augereau. C'est une illustratrice peintre qui dessine aussi beaucoup de femmes dans des décors qui sont bien placés, donc dans des salons, sur des fauteuils, c'est très très chouette. Elle a une façon de représenter les femmes qui est assez particulière et qui moi me parle et me touche en tout cas. Donc je vous conseille. Ok, du coup c'est drôle parce que dans chaque reco j'ai une Léa de recommander. On arrive à ma question favorite. Est-ce que tu peux nous dévoiler ta rencontre la plus folle, étrange, cool, drôle avec quelqu'un de connu? Alors, justement, j'en ai parlé tout à l'heure. Orlan. Ok, trop bien. C'est très surprenant en fait. C'est vraiment une honte pour moi ce que je vais raconter. Mais en gros, il y a 1 an, j'ai fait une exposition collective avec des amis collagistes. Donc collagiste, c'est travailler avec l'art du papier. Et puis on avait donc loué un lieu, il y avait pas mal de monde. Puis je sors un moment dehors prendre l'air et puis au loin, je vois du coup Orlan, que je n'avais jamais vu de ma vie en vrai, à part dans mes livres ou dans les films. J'étais là, wow, c'est incroyable et tout, il y a Orlan. Et j'ai commencé à faire des blagues à mes amis en leur disant, mais imaginez, elle vient pour mon expo et tout, la fille qui s'enflamme. Et donc elle commence à venir vers nous de plus en plus. Donc là, j'étais hyper stressée, j'ai commencé à devenir toute rouge, à avoir le cœur qui bat comme une petite fan hystérique, mais qui essaie de se maîtriser. Et là, Orlan passe devant moi, et en fait, en plus, elle avait un style mais incroyable, un peu à la Cruella en termes de coiffure, c'était assez dingo. Okay. Et elle rentre dans l'exposition. Et elle va directement, mais ça c'était un peu le hasard, elle va directement sur le mur où il y avait mes collages, et en fait elle est restée, je sais pas, 5 minutes, c'est passé quand même très vite. Et tous mes amis me poussaient vraiment physiquement en me disant « Allez, va la voir, va lui parler, dis-lui quelque chose ». Et moi, j'étais paniquée. Je me dis « Mais qu'est-ce que je lui dis ?» Donc voilà, salut. Et j'arrive, mais vraiment comme une fille, un enfant apeuré. Et je commence à lui tapoter sur l'épaule et je lui dis « Bonjour, vous êtes Orlan ?» Et avec une classe extrême, et en levant aussi le menton, elle me dit « Oui, et vous êtes qui, madame ?» Et là, je lui dis, et donc forcément, je suis prise au dépourvu, et je lui dis, je suis Alexandra, mais sans donner mon nom de famille. Et donc là, l'erreur, et elle commence à me faire un cours de féminisme. Et elle me dit, vous savez, mademoiselle, on ne peut absolument pas aussi mal se présenter dans le milieu de l'art, surtout quand on est une femme. C'est très important d'apprendre à bien se présenter. Donc, recommencer. Intéressant. Très, très intéressant. Donc après... C'était un moment très stressant, mais c'était hyper intéressant. Elle m'a quand même comparé à Ségolène Royal, qui apparemment du coup se présente mal selon Orlan. Okay. Et donc quand elle m'a dit « Oui, vous êtes comme Ségolène Royal », est-ce que c'est un compliment ou pas ? Je ne sais pas du coup là, j'ai un petit doute. J'aime le Groenland, mais pour autant... Donc ça, c'était vraiment une rencontre... très improbable et au final, elle t'a donné son avis sur... Et donc non, elle ne m'a pas donné son avis, elle m'a juste demandé de lui expliquer quand même en quelques mots quel était mon travail. Donc forcément, j'ai bégayé. Déjà que j'avais oublié de donner mon nom de famille, donc bon. Mais c'était très très intéressant comme rencontre. Et puis c'est surtout qu'en fait, cette femme, je la connais en fait depuis le collège, au travers de mes cours. Donc en fait, de la voir physiquement et de la voir rentrer, de se mettre devant mes propres créations, si je reviens plusieurs années en arrière quand j'étais au collège, mais jamais je me serais dit ok, c'était vraiment juste du hasard. Mais je me suis dit, c'est trop bien en fait. Tout est possible encore une fois. Voilà. C'est vraiment ma philosophie. Vraiment, c'est cool. Moi, je suis très, très satisfaite de cette anecdote. Bon, j'ai quand même été comparée à Ségolène Royal. Alors, Est-ce que tu peux nous parler d'un livre que tu as lu dernièrement ? Oui, alors du coup, je ne l'ai pas fini encore. Hein. Je suis en plein dedans. C'est un livre de Mona Chollet qui s'appelle Beauté fatale, qui du coup est vraiment en lien avec la thématique de la carte blanche qu'on a abordée.
C'est un livre qui du coup parle des normes sociétales que les femmes doivent suivre. Doivent suivre. Voilà, doivent suivre. Et c'est très très intéressant. Elle a fait un deuxième livre qui s'appelle La chasse aux sorcières, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et pareil, en fait, ça montre, en fait, comme ton exemple du pantalon avec les poches, elle aborde tout ce genre de petits exemples au quotidien dont on ne fait même plus attention, même en tant que propre femme. Et ma dernière question du podcast. Donc le podcast Les couilles sur la table, qui parle des masculinités et qui est très très intéressant en termes de point de vue, justement, d'avoir aussi les deux aspects, les deux côtés, parce que ça parle vraiment de relations humaines plus que de camp féminin ou masculin. Donc, c'est très neutre, il n'y a pas de... C'est très neutre, donc je vous le conseille. Sinon, c'est pas vraiment des podcasts, donc je sais pas si c'est intéressant d'en parler. En fait, c'est plus des documentaires sur Arte que du coup je transforme en podcast parce que je ne regarde pas forcément les images, je les écoute en fait en travaillant sur des sujets de société, aussi souvent sur les relations d'homme à femme ou inversement, que ce soit dans le travail, dans l'aspect culturel. Donc Arte, c'est un peu la référence classique, mais qui est toujours bonne à rappeler, je pense. Ok. Merci beaucoup Alexandra de ce bon moment partagé avec toi. Merci, je suis très contente d'avoir participé à ce super cool podcast. T'es un cool kid, voilà, tu fais partie de la team. Oui, et avec le tiramisu en plus, parfait. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez aider le goûter de 2 façons. La première en vous abonnant au podcast sur vos plateformes d'écoute et en laissant un avis 5 étoiles afin de mieux référencer le goûter et qu'un maximum de personnes le découvrent. La deuxième façon est d'aller sur le site podcastlegoûter.com afin d'obtenir l'illustration réalisée par l'invité du mois. Pour me trouver et suivre l'actualité du podcast, vous tapez podcast-le-6 goûter sur Instagram. Enfin, pour recevoir des actualités sur le podcast et vous rappeler de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter présente sur le site podcastlegoûter.com. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir et portez-vous bien.